Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur la nouvelle version de DeepSeek AI. Ça fait pas mal de bruit, d'après notre source, la chaîne YouTube Instinct IA. Oui, bonjour. Effectivement, on parle même de l'Amérique qui tremble. Bon, c'est peut-être un peu fort, mais il y a de vrais gains de performance annoncés par rapport à l'ancienne version R1. C'est ça. Et du coup, notre idée, c'est de décortiquer un peu cette analyse vidéo d'Instinct IA, voir ce que ce nouveau DeepSeek R1, c'est bien la version avec raisonnement qu'on regarde, hein, pas la V3. Exactement, c'est la R1 qui est testée. La V3, c'est différent. Et l'objectif, c'est de voir ses capacités réelles, comment il se compare, et surtout ce côté efficacité, coût et énergie. On se souvient que la version précédente avait eu un impact boursier assez notable, sur Nvidia notamment. Ah oui, ça avait secoué un peu Wall Street. L'idée d'un modèle très efficace énergétiquement, ça remet en question le besoin massif en GPU, tu vois. Et cette nouvelle version semble continuer sur cette lancée. Alors justement, les performances. La source parle de benchmark. Qu'est-ce que ça dit concrètement? Bah, sur certains tests standardisés, comme un examen de sciences humaines, il se rapproche visiblement de GPT-4o ou Gemini 2.5 Pro. C'est quand même significatif. Ah ouais. Et par rapport aux autres, Coven 3 ou Claude Sonnet? Là, la comparaison est jugée moins pertinente par la source. Quaven 3 est plus gros et Sonnet, bon, il est un peu spécialisé. Donc, on compare ce qui est comparable. D'accord. Et dans les tests pratiques, qu'est-ce que ça donne? La recherche web, par exemple. Alors, ça fonctionne, ça cite les sources, l'interface ressemble un peu à ce qu'on connaît chez OpenAI. C'est fonctionnel, quoi, pas de révolution là-dessus. Ok. Et le raisonnement IA? Ça, c'est souvent le point clé. Oui, et là, le test est intéressant. Ils l'ont mis au défi sur un calcul de salaire net pour une PME française. C'est assez spécifique, hein. Mhm. Et le modèle a détaillé son processus de réflexion, ce qu'ils appellent le thinking. Il pose des hypothèses, prend des précautions, et les calculs à la fin semblaient cohérents d'après l'analyse. Donc il ne se contente pas de régurgiter, il essaye de construire une réponse logique. C'est plutôt pas mal. C'est ça, ça montre une certaine capacité d'analyse. Mais est-ce qu'il arrive à transformer ça en code fonctionnel? Parce que c'est souvent là que ça coince. Instant IA a testé ça, j'imagine. Oui, oui, plusieurs tests de génération de code. Une petite appli météo, ok. Il a sorti 580 lignes. Visuellement, c'était mieux qu'avant, mais bon, il y avait encore des petits défauts graphiques un peu bizarres. Genre. Bah, les traits du vent, la pluie qui tombe en diagonale au lieu d'être verticale, le soleil un peu décentré, des détails, mais bon. La neige était ok par contre. D'accord. Et d'autres tests de code? Un système solaire interactif. L'interface était jolie apparemment, avec les étoiles et tout, 650 lignes de code. Mais ça buguait. La sélection des planètes, les orbites, pas top. Inférieur à Claude 4 sur ce coup-là, selon la source. Hmm. Et un jeu? Oui, un idle game. Il a conceptualisé et codé. 850 lignes d'un coup quand même. L'interface était correcte, ça tournait sans erreur au début, mais après, des bugs dans la logique du jeu sont apparus. Des ressources qui n'augmentent pas, des sons négatives. Ok, donc on voit un peu le pattern. Il génère du code, parfois beaucoup, mais la finition, la robustesse, c'est pas encore ça. C'est un peu ça. Et le test ultime demandait une grosse appli de 5000 lignes. Alors? Échec. Il n'a sorti que des petits bouts de code, moins de 400 lignes au total. Loin de la promesse. Clairement. Et pour la structuration de données type JSON. Pareil. Il fait le travail de base, il range les infos. Mais dès qu'il y a des nuances comme extraire un pourcentage ou séparer une valeur type durabilité, ben, il laisse ça dans le texte brut. Pas parfait. Tout ça, il faut le mettre en balance avec l'argument du prix, j'imagine. Exactement. C'est l'argument massu. Il serait 10 à 20 fois moins cher et moins gourmand en énergie que certains gros modèles américains comme GPT-4. Et au moment des tests, il était même gratuit sur OpenRouter. Ah oui, ça change la donne. Moins cher et open source en plus. C'est ça. Oui, le code est ouvert, on peut le reproduire si on a les papiers de recherche. Et surtout l'infrastructure. Parce que bon, 580 gigas le modèle, ça demande une sacrée ferme de GPU. C'est pas pour tout le monde à la maison, hein. Bien sûr. Mais l'idée est là. Alors, en synthèse, DeepSeek 1R1, c'est quoi? Une vraie avancée. C'est une avancée notable, oui. Un modèle puissant, ouvert, très économique. Le raisonnement semble bon, mais les tests montrent des limites, surtout sur la génération de code complexe et la structuration fine. C'est mieux, c'est utilisable au quotidien, mais pas encore la perfection. Et l'impact marché cette fois. Moins de vagues que pour la V1. Ah, probablement. C'est une amélioration, peut-être plus attendue, on verra avec la R2, mais ça met quand même la pression sur OpenAI, Google. Cette efficacité et cette transparence, ça les oblige à réagir
à optimiser aussi, peut-être en s'inspirant de ces recherches ouvertes. Pour pas se faire distancer sur le rapport qualité-prix, en somme. Exactement. Pour pas se faire déculoter, comme dit la source. Ce qui nous amène à la question finale alors. Si ces modèles performants économiques et ouverts se multiplient, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça va vraiment démocratiser l'innovation en IA, loin des géants tech? C'est la grande question, oui. Et comment les acteurs occidentaux vont s'adapter à cette nouvelle donne? Quelle stratégie? Voilà, de quoi alimenter la réflexion. On s'arrête là pour cette exploration. Merci. Merci.